Bien, bonjour à vous toutes et vous tous sur cette session consacrée à la santé. Je me présente, Michel Fossard, votre modérateur, et nous avons avec nous trois témoins, Monsieur Doudou, Madame Sophie et Monsieur Hugues. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par une petite présentation de chacune de leurs activités. On va commencer par Monsieur Doudou. Merci beaucoup, Doudou Tamba. Je suis docteur en pharmacie. J'ai créé une start-up en 2019 qui est incubée ici, pas loin, à la Technopole de l'Arbois, où nous développons des principes actifs à partir de plantes médicinales africaines et de connaissances qui leur sont associées. Donc, on part en immersion auprès de guérisseurs, phytothérapeutes. Ces plantes-là sont ramenées au niveau du laboratoire et à partir de là, nous développons des innovations qui ont un sens pour la santé et le bien-être. Alors un petit mot, Sophie. Bonjour, Sophie Blervac, cofondatrice de Préafarm. Nous avons mis en place une innovation, donc nous sommes à Marseille, qui permet l'importation thérapeutique individuelle. Donc nous permettons aux patients d'acheter leurs médicaments dans une pharmacie française et de se les faire livrer, qu'importe où ils résident dans le monde, directement à leur domicile. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi c'est donc Hugues Renaud, je suis un scientifique de formation, je suis pharmacologue et j'ai passé quelques années de ma vie professionnelle d'abord dans des hôpitaux, puis ensuite dans l'industrie du médicament. Et mes 20 dernières années, j'ai couvert des opérations dans le monde entier, dont l'Afrique. Donc c'est un continent que j'aime bien et que j'apprécie. Donc maintenant je fais partie de réseaux de business angels spécialisés dans le domaine de la santé. En clair, nous investissons, nous aidons de jeunes startups à trouver des investissements auprès de PE ou de VC. Et ensuite, nous les accompagnons dans leur développement parce qu'on le sait, la route est longue et peut être semée d'embûches. Et le dernier point, c'est la première fois que je viens à Emerging Valley. Je suis très content d'être là. Merci Hugues. Comme vous l'avez peut-être constaté, nous avons un absent, c'est Bassem de Tunisie. Lui, son activité, c'est essentiellement fauteuils médicaux, donc en particulier avec toute l'électrification. Donc on sera obligé de se passer de lui. Il a eu un aléa et il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc, une fois cette présentation rapide faite, on va d'abord poser une question à nos interlocuteurs, en particulier Doudou et puis également Sophie. C'est comment vous avez financé votre activité, puisqu'on peut le dire, vous n'êtes plus au stade start-up. Donc, ça nous intéresse de voir un petit peu déjà cet historique du financement. Alors, je passe la parole à Doudou. Merci beaucoup. On est encore une start-up. On est en train de développer. On n'a pas encore atteint l'étape de scale-up. Donc, on existe depuis 2019, comme je le disais tantôt. Et pour démarrer, on va dire que je n'ai pas démarré en 2009. On a démarré il y a plus de 15 ans, lorsque j'étais étudiant en pharmacie, avec une forte propension à valoriser les connaissances et les plantes médicinales africaines. Donc j'ai commencé, on va dire, par étudier la pharmacie, donc tout ce qui est phytothérapie. Et à partir de là, j'ai vu le potentiel. Quand je partais par exemple en immersion lors de la thèse d'exercice, j'ai découvert des propriétés qu'on pouvait valoriser, on va dire, dans la phytothérapie et en pharmacie, en bien-être. Donc, on va dire que concrètement, on n'a pas encore fait de levée de fonds. Ça va être notre première levée de fonds. Et on a plusieurs projets à plusieurs stades de maturité différentes. Mais le plus proche, plutôt celui qui est sur le marché, c'est un répulsif naturel qui est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi. Il est 3 à 17 fois plus efficace que tout ce qui existe actuellement comme anti-moustique au monde. Il est meilleur que la référence mondiale qui est le DIT, qui est américain, qui existe depuis les années 70, qui est neurotoxique. Et mesdames, si vous voulez enlever votre vernis à ongles, vous pouvez l'utiliser, ça marche aussi. Donc, nous, on a apporté une solution qui est 30% plus efficace que celle-là et qui est complètement safe, utilisable à partir de 6 mois et chez les femmes enceintes. Ça va être la seule référence actuellement dans ce segment de marché qui sera breveté. On a un brevet qui est délivré il y a 1 mois, un brevet extrêmement solide avec 9 revendications, toutes catégorisées A. C'est-à-dire que c'est la meilleure catégorie pour les revendications sur un brevet. Nous allons démarrer notre levée de fonds maintenant et nous avons travaillé que sur fonds propres
parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre, on va dire, le temps administratif pour aller chercher de la subvention ou autre aide de l'État. Donc on est allé cash parce qu'on savait que ce projet était porteur et que le marché il est énorme et que surtout il n'y a pas de solution qui convienne à tout le monde. Bravo. Pour vous, Sophie, comment ça s'est passé ? Bonne question. Pour nous, la partie financement du début, alors je vais dire la même chose que Doudou, c'est-à-dire que nous, on se considère encore comme des startups tant qu'on n'est pas arrivé à un certain stade de maturité. Mais les premiers tours de table que nous avons fait, nous l'avons fait avec des primo-investisseurs qui étaient non professionnels, notamment au travers d'un startup studio qui a supporté Préafarm dès le démarrage. Nous avons eu la chance et l'opportunité de faire un premier tour de table à hauteur de 400 000 euros, uniquement au travers d'investisseurs non professionnels, particulièrement des investisseurs du monde de la santé, des pharmaciens, des organismes de formation qui nous ont accompagnés pour notre projet. Et à partir de novembre 2024, donc on est totalement dedans, effectivement, Préafarm a décidé, pour accélérer, de faire également une levée de fonds. Merci Sophie. Hugues, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect du financement et vous-même étant start-up, enfin financement de start-up, quelles recommandations vous pouvez déjà nous donner sur le vécu de ces deux expériences ? Déjà, on voit deux exemples classiques, je dirais ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire c'est vraiment l'argent qu'on peut lever de fonds qu'on trouve auprès d'amis, de proches, de gens qui croient en vous. C'est toujours nécessaire pour démarrer. Et puis ensuite arrive le moment de la première levée de fonds. Donc c'est effectivement souvent en direction des business angels. Moi, ma recommandation, ce serait d'essayer vraiment d'abord d'obtenir toute subvention publique possible. Si on a un pied sur le territoire européen, c'est possible effectivement, sous un certain nombre de conditions, d'aller chercher des fonds auprès de la BPI. Alors souvent, c'est un mixte entre un don et un prêt. C'est-à-dire qu'en clair, la BPI vous donne par exemple 100 000 euros. La BPI va vous dire il y a 50 000 euros qui vous sont donnés, 50 000 euros qui seront à rembourser dans X années. Vous avez le FEDER, le Fonds européen d'aide au développement régional, qui est un fonds qui met à disposition de l'argent, vraiment dans le domaine de la santé. Ça arrive assez fréquemment, parfois des montants élevés. Ce sont des dons. Donc l'avantage de ces fonds publics, c'est qu'ils sont non dilutifs. Donc quand vous avez une start-up, vous n'avez pas envie au démarrage de vous voir amputer de 80% de vos actions, si je puis dire. Donc il est quand même préférable d'avoir un fonctionnement public. Et d'ailleurs, souvent, quand on est une BA, qu'on travaille dans une BA, ce qui est mon cas, voir des financements publics, ça donne confiance. Parce que forcément, on se dit, si la société en question a obtenu un ou des financements publics, c'est que le dossier a déjà été étudié, c'est qu'il y a quelque chose de solide, c'est que ça va dans la bonne direction. Donc je dirais que ça met en confiance le business angels. Alors ensuite, dans les financements, vous le savez, vous avez différents types d'options. Moi, ma recommandation, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'aller vers un business angel qui soit spécialisé dans votre domaine. En l'occurrence, on est dans la santé. Pourquoi ? D'abord parce que vous tombez sur des gens qui connaissent le sujet. Donc ça veut dire que l'analyse de votre dossier sera bien faite. Enfin, en tout cas, sur le papier, en tout cas. Et puis, le fait d'avoir un avis positif par une BA spécialisée en santé, ça ouvre tout de suite la porte à des financements par des VC. Je vais vous donner un exemple précis pour être très concret, sinon on parle dans le vide. Nous, à Angel Santé, on voit 10 sociétés par mois. Alors, imaginons qu'on en prenne 14, parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, on en voit 10. Mais imaginez qu'on en voit 14, on en élimine une sur deux pratiquement dans les 3 premières heures. C'est-à-dire qu'on regarde la société, on dit non, là, ça ne tiendra pas la route. Et ensuite, sur les 7, on les fait pitcher. Si on considère quelque chose d'intéressant à ce moment-là, on fait une instruction. L'instruction, ça dure très longtemps, c'est 2 à 3 mois. On se met à plusieurs autour de la table et avec des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine. C'est-à-dire, si c'est de l'IA, on prendra quelqu'un qui est santé IA. Si c'est du médicament, on prendra quelqu'un qui est dans le médicament. Du matériel, dans le matériel. Et ensuite, on fait une recommandation d'investissement. Donc, je reviens, 14 sociétés, 7 pitch, et sur les 7, on en finance une. Mais quand on finance une société, donc quand les business angels mettent 1 euro, on lève à côté 7 euros avec des VC ou des PE. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement, il a souvent pas les moyens de regarder une société de santé de près. Donc, il fait confiance à un business angels en disant là, le dossier a été bien regardé, il nous recommande d'y aller, on y va. Donc, pour être clair, si un réseau de business angels dans la santé met 200 000 euros, dit oui, nous, investisseurs, on va mettre 200 000 euros. En moyenne, sur une année, on lève 1,4 million
de fonds qui nous suivent parce qu'ils savent que voilà, l'analyse a été bien faite, on a été strict sur un certain nombre de sujets. Donc le financement, c'est compliqué. C'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'a été hier, hein, il faut être clair. Pour des raisons diverses et variées, il y a une espèce de frilosité générale. C'est plus long qu'avant. Hein. Avant, on disait on démarre en septembre et puis en décembre, on aura bouclé la levée. Maintenant, c'est terminé. Comptez 6 mois, voire 9 mois. Donc, faut être, et souvent, il faut y revenir. Il faut aller voir des BA, il faut aller voir des fonds, il faut y retourner. Vous n'avez pas de réponse, il faut relancer. Enfin, on juge aussi à la ténacité du demandeur, quelque part, la mentalité du CIO ou de la personne ou des personnes qui ont créé la société. Voilà. Merci Hugues. Avant de passer au sujet qui est cette collaboration entre France et Afrique, et plus exactement entre Aix-Marseille et l'Afrique, je me tourne vers Doudou d'abord pour savoir, vous, votre recherche de financement, comment vous l'avez préparée et comment vous vous situez par rapport à une entreprise qui est installée en France, qui a ses relations avec l'Afrique, notamment pour avoir toutes ces herbes et produits qui peuvent donner lieu ensuite à cette médecine verte. Comment vous avez préparé votre dossier sur cette question du financement ? Alors, pour moi, la première question, ce fut déjà de l'accompagnement. Parce que créer une start-up, une entreprise, la faire tourner sans moyens, juste avec des idées, c'est très compliqué. Donc la première question pour moi, c'était un accompagnement, parce que c'est de l'argent qui est économisé et du temps également. Donc je me suis naturellement tourné vers la Technopole de l'Arbois, qui est juste à côté, donc qui est sous tutelle de la métropole, Aix-Marseille. Donc c'est une institution publique où je bénéficiais d'accompagnement, non seulement sur le côté administratif, mais également la recherche de financement. Donc très rapidement, c'est vraiment des BA qui m'ont accompagné pour avoir la preuve de concept, le dépôt des brevets et le développement des formules et également des prototypes de l'appareil qu'on utilise. Donc c'est parti assez rapidement. Bon, on n'a pas eu le temps d'aller prendre des financements publics et de la subvention à la BPI parce que j'étais très très pressé d'avancer sur mes projets. Donc j'avais un cash burn énorme. Dès que je recevais les moyens, j'allais très vite dans le développement, et c'est ce qui fait que j'avais pas assez de fonds propres quand je me décidais d'aller voir la BPI. Mais on va le faire maintenant parce qu'on a des BA qui ont décidé qui croient au projet, sur la base bien sûr de résultats qui ont été, on va dire, audités par des laboratoires externes. Donc on n'est pas jugé parti, on est vraiment les meilleurs au monde dans ce segment. Donc en réalité, cette recherche de financement sans accompagnement, c'est extrêmement compliqué. Pour comprendre déjà le fonctionnement de comment le montage de ces aides et de cette recherche de financement, c'est quelque chose. Et de notre côté, il faut avoir du temps et être un pro pour aller chercher certains fonds. Donc là, on va être en levée de fonds, on va dire à partir du mois de décembre, mais avec une présence déjà sur le marché. On a un produit, on a des brevets, on a déjà commencé notre commercialisation. Donc il s'agira pour nous déjà d'asseoir notre notoriété comme étant le prochain leader dans ce segment de produits, mais également une extension dans des horizons où les gens ont besoin du meilleur anti-moustique au monde, voilà. Notamment en Afrique. Alors, juste une question complémentaire. Dans cette recherche, vous êtes principalement régional, national ou international ? Alors, on va dire plutôt international, parce que ça a démarré au Sénégal, dans les universités au Sénégal. Après, c'est arrivé ici. On est accompagné, comme je disais, non seulement par la région, mais il y a des associations également avec qui on se déplace souvent en mission, comme Africa Link. En 2022, on était parti au Sénégal. Ça nous a fait une belle visibilité. On a pu avoir beaucoup de contacts pour faciliter le travail, mais également, on va dire, le tissu académique ici nous a permis de beaucoup avancer, parce que j'ai fait mes spécialisations en fac de médecine et pharmacie, en médecine et pharmacie ici à Timone. Ça m'a permis d'avoir accès à un plateau technologique de haut vol
et qui nous a permis, en gros, d'avoir les outils pour obtenir, en tout cas aboutir à nos ambitions. Donc c'est très très important cet accompagnement et puis cette identité hybride entre Afrique et on va dire le sud de la Méditerranée. C'est très important d'intégrer ces institutions publiques parce que c'est très très compliqué, comme je disais, de faire de l'innovation sans moyens. Et juste une question comme ça, avec cette rencontre ici, Emerging Valley, est-ce que vous avez des opportunités avec des investisseurs? Comment ça se passe? Avec plaisir. Certainement des opportunités. Je découvre Hugues parce que pour l'instant, on lance notre levée de fonds. On a des manifestations d'intérêt de fonds régionaux, mais également de fonds qui sont plutôt dans le nord. Et voilà, on démarre fraîchement, mais de manière très sereine parce qu'on sait qu'on a abattu un travail qui est assez remarquable et qu'on a un produit qui est exceptionnel et que je ferai tester pour ceux qui veulent. Très bien, merci pour cet optimisme et aussi cette très bonne préparation dans votre dossier. Sophie, comment se situe votre préparation à vous là, pour cette levée de fonds? Je pense que Doudou a presque tout dit déjà, mais je pense je peux rebondir déjà sur la même variable qui est les fonds publics. Effectivement, quand on est au démarrage, bien évidemment que la partie fonds publics, on sait qu'on devrait y aller. Malheureusement, les journées sont trop courtes et les semaines beaucoup trop courtes également, donc on n'a pas le temps d'y aller, on a trop de choses à structurer. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a voulu structurer avant toute chose l'entreprise, la start-up, son outil, avant d'aller chercher les fonds, qu'ils soient publics, privés, les business angels, etc. Parce que je pense qu'il est important pour les start-up maintenant d'en arriver à une question, c'est pourquoi je lève ? La levée, c'est devenu classique dans le monde des startups, mais la confrontation qu'on a avec les business angels et avec les VC, etc., c'est OK, pourquoi vous levez? C'est pour faire quoi? Avant, on avait une sorte d'Eldorado dans les startups où on pouvait lever en disant on est startup, où on fait de l'IA et on lève rapidement. Et c'est pour ça que nous, on a voulu prendre le temps d'abord de structurer un outil. On a été sagement accompagné par une association Africa Link. Donc, il y a Denis dans la salle, donc on peut lui faire un coucou. Mais effectivement, je pense qu'avant de rechercher des financements, il faut chercher un écosystème. Et l'écosystème, c'est lui qui nous accompagne pour structurer. On est jeunes, on vient de monde de la santé qui parfois nous explique peu ou pas comment on lève des fonds ou on gagne de l'argent. On nous explique qu'il faut aider autrui, mais pas comment gagner sa vie. Et c'est au travers de communautés, c'est au travers de fonds internationaux également, qu'on arrive à structurer, et c'est la raison pour laquelle nous, on lève des fonds, non pas que sur des fonds français, non pas que sur des fonds européens, mais effectivement également avec des fonds africains, parce que je pense que c'est le fonds africain qui nous amène le plus de savoir pour notre solution, puisqu'elle est à destination de l'Afrique, et c'est assez logique de parler avec cette économie africaine. Merci Sophie. Avant de passer au sujet suivant, Hugues, un commentaire? Oui, je le disais tout à l'heure, hein, la levée de fonds, c'est quand on passe de cet état de love money où quelque part, je veux dire, on a réuni de l'argent avec des admirateurs, hein, donc soit à titre personnel, soit familial, donc tout le monde y croit parce que je veux y croire. Bon, on passe à la levée de fonds, donc on est face à des gens qui sont beaucoup plus intransigeants, qui essaient d'avoir des analyses assez rationnelles. Quand on s'adresse à des fonds, il y a l'esprit que les fonds, ils n'investissent pas leur argent, hein, ils investissent l'argent de quelqu'un d'autre. Donc eux-mêmes ont des comptes à rendre. Ça veut dire qu'ils sont dans les purs, ils sont obligés de regarder les dossiers de très près. Je le disais tout à l'heure, ma première recommandation, c'est le timing. Hein. Soyez, si vous êtes en cash burn élevé, il faut vraiment préparer la levée de fonds très en avance, hein, parce que surtout en ce moment, ça peut prendre beaucoup de temps. Et je dirais que sur les dossiers, moi, je recommande de regarder 4 points. Le premier, c'est bien sûr l'innovation, la qualité du service que vous proposez. Qu'est-ce que votre boîte fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? En quoi est-ce que c'est innovant? Quel est le niveau de concurrence? Donc ça, c'est quand même la première chose qu'on regarde. La deuxième, c'est quelle vision vous avez. On ne vous demande pas de vous emberlificoter dans des détails, mais c'est vraiment d'avoir un cap clair, et l'investisseur, il a besoin de sentir que ce cap, il est bien fixé, que vous aviez différentes opportunités, vous en avez choisi un cap et vous vous y attachez. Trop souvent, on voit des gens qui présentent 10 trucs à la fois, au d'un moment, on ne sait plus où on est. Troisièmement, c'est d'avoir, pour résumer cette vision, un Gantt, hein, bon, Gantt, GAN
2T, hein, pas le. Voilà. Donc, vous savez, c'est une espèce de projection Excel sur lequel on voit dans de la chronologie tout ce que vous avez préparé en parallèle. Alors, dans notre domaine du médicament, je dirais que c'est effectivement toute la partie études cliniques, la partie réglementaire. Est-ce que vous allez à l'EMA? Est-ce que vous allez à FDA? Est-ce que vous avez décidé d'aller au Brésil vous faire reconnaître par l'Anvisa? Enfin, et en parallèle, le développement RH et la recherche de fonds. Et ça participe à la vision, c'est synthétique, et ça doit montrer à l'investisseur que vous savez où vous allez et que vous avez une vision claire de votre... voilà. Et le dernier point qui est de plus en plus analysé, vraiment, je vous recommande d'y faire très attention, c'est la qualité de l'équipe managériale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas nous, dans notre BA, mais je sais que ça se fait dans d'autres BA et ça se fait dans les fonds, il y a vraiment une analyse très très critique de l'équipe dirigeante, hein, des founders, du CIO. On veut être sûr qu'on a des gens qui soient capables d'aller au bout. Et il m'est arrivé, moi, encore récemment, dans une recherche de fonds, sur un projet pourtant très innovant, de n'avoir pas donné suite. J'étais lead instructeur parce que le CIO n'avait pas la bonne personnalité. C'était quelqu'un qui supportait difficilement la critique, qui acceptait peu les remarques, qui savait tout sur tout, y compris sur les sujets sur lesquels malheureusement il était un peu léger. Donc quand vous sentez comme ça une personnalité qui n'est pas prête à bouger, quand vous recherchez des fonds, il faut être réaliste, vous donnez un peu de votre entreprise à des investisseurs, donc il faut accepter de partager le pouvoir, il faut accepter les commentaires, il faut accepter de se remettre en question. Voilà. Donc la personnalité des dirigeants, founders, co-founders, CEO, founders, c'est extrêmement important. Pour moi, ça fait vraiment partie des 4 points. Donc je le redis, l'innovation, le service, la vision que vous avez, le Gantt, quelque chose qui permet de façon simple de voir où est-ce que vous voulez aller et à quel coût, et puis enfin la solidité de ce que vous êtes et de vos personnalités. On en a vu 2 beaux exemples, voilà, quoi, des gens qui sont décidés, ils savent où ils veulent aller, donc c'est ce que recherchent les investisseurs. Enfin, c'est pas ce qu'ils recherchent, c'est que c'est nécessaire pour que les investisseurs, encore une fois, mettent sur la table de l'argent qui n'est pas le leur. Hein. Gardez toujours à l'esprit que l'investisseur, lui, il investit des fonds qu'on lui a confiés, donc il a cette responsabilité de faire des choix économiques qui soient des choix qui soient utiles et qui soient efficaces. Voilà. Merci Hugues, c'est très clair. Maintenant, avec nos 2 interlocuteurs qui chacun a à sa façon une relation avec l'Afrique. Hein. Pour Doudou, je dirais que c'est un approvisionnement qui vient d'Afrique et vous transformez ici en France. Pour vous, Sophie, c'est une relation avec l'Afrique, c'est-à-dire vos clients sont là-bas en Afrique. Donc on va essayer d'approfondir un peu cette relation Provence-Africa Connect. Je vais commencer peut-être par Doudou. C'est en définitive, aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez de positif dans votre relation en étant ici à Arbois, dans, je dirais, la connexion avec l'Afrique. Qu'est-ce que l'écosystème, vous en avez déjà dit un petit mot, vous apporte pour renforcer votre structure et comment vous restez aussi très africain dans votre relation avec cette activité que vous avez décrite d'une manière très claire. Alors moi, c'est vraiment la partie qui me passionne le plus dans mon projet. C'est vraiment le volet RSE et les échanges qu'il y a entre le Nord et le Sud. Il faut dire que dans le domaine où j'évolue, pour prendre l'exemple de la malaria, du palu, c'est le plus lourd tribut porté par l'Afrique. C'est-à-dire que le nombre de morts en Afrique s'élève à 700 000 par an. Et c'est dû au paludisme. Et du coup, c'est devenu en quelque sorte une mission pour moi, après avoir vu le potentiel, par exemple, de cette plante-là qui repousse les insectes, de vouloir valoriser ça non seulement pour permettre à ces populations-là d'avoir des solutions pour se protéger contre la piqûre des moustiques et donc les affections transmises vectorielles, transmises par ces insectes. Mais d'un autre côté, ça va permettre également de régler un problème, on va dire, social, de biodiversité également, parce que cette plante-là, figurez-vous qu'elle est envahissante, qu'elle pose des problèmes de biodiversité en Afrique de l'Ouest. Et d'un autre côté, ces problèmes de biodiversité entraînent des problèmes sociaux entre agriculteurs et éleveurs. Il y a des conflits qui peuvent être sanglants en Afrique de l'Ouest parce que les éleveurs promènent, on va dire, leur cheptel dans des champs agricoles et ça fait des problèmes parce que la plante que nous, on va exploiter,
elle envahit les territoires, il n'y a plus d'herbes appétantes pour les bêtes. Donc c'est vraiment le côté RSE de ce projet-là qui est le plus passionnant. Et d'un autre côté, le fait d'être ici pour développer tout ça à distance et sachant également qu'il y a un marché qui se développe du fait du réchauffement climatique en Europe, surtout en Europe du Sud, ça fait que c'est un partenariat gagnant-gagnant. On apporte d'Afrique une plante qui pose des problèmes localement, avec des connaissances africaines, mais qui peuvent avoir un impact, on va dire, très important sur la santé et le bien-être des personnes. Et en retour, avec les transformations, le tissu technique et économique qu'il y a ici, on arrive à sortir, à avoir un produit qui est marketable, mais qu'on peut également ramener en Afrique pour que les Africains puissent en profiter. Voilà. Et localement, pour terminer, je dirais que le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres en Afrique, enfin au monde, et la moyenne d'âge, on va dire, elle est autour de 25 ans. Il y a plus de 75% des Sénégalais qui ont moins de 25 ans, et tous pratiquement, et il y a moins de 1% qui a un emploi. Le fait de valoriser, de transformer un problème en solution, ça permettra de faire face à ces problèmes d'emploi localement. Et ça, c'est vraiment cerise sur le gâteau, quoi. Merci. Sophie, votre cas est différent, mais quand même, il y a des points communs. En définitive, votre activité part d'ici, c'est-à-dire de la région, et elle est tournée vers l'Afrique. Comment vous vivez cette collaboration? En quoi l'écosystème ici vous apporte du soutien? Et comment vous vivez cette relation avec les différents pays en Afrique où vous êtes implantés? Alors, effectivement, notre solution part de la France et notamment du bassin marseillais à destination de l'Afrique. Mais je dirais qu'il y a l'inverse est tout à fait vrai également, puisque nous bâtissons en ce moment de nombreux partenariats avec des médecins et des cliniques, des hôpitaux en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, afin de comprendre et de pouvoir avoir la connaissance du terrain, des maladies, des patients et de l'écosystème médical qu'il existe en Afrique de l'Ouest. Notamment aussi parce que l'écosystème régional, ici, Aix-Marseille, est extrêmement tourné vers l'Afrique, avec un magnifique regard sur la Méditerranée. Et parfois, nous oublions que ceux qui savent le plus sont ceux qui y vivent. Et des fois, on oublie d'écouter. Et je pense que tout l'intérêt pour nous dans notre écosystème ici, c'est qu'effectivement, on a la chance d'avoir différentes communautés, différentes organisations qui nous aident et qui nous poussent à regarder vers l'Afrique, investir vers l'Afrique. Et tout ça avec le regard de la richesse, les compétences viennent de l'Afrique. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et c'est la raison pour laquelle les écosystèmes sont extrêmement favorables. Moi, je rentre d'une mission officielle avec Africa Link où on était au Bénin et la première chose qui m'a été amenée, c'est justement la compréhension de comment fonctionne l'écosystème de santé au Bénin, comment les choses, le parcours patient est organisé, qui ne correspond pas exactement au parcours de soins français, mais qui pour autant, nous devons le comprendre, l'apprendre, parce que nous avons beaucoup de choses à en tirer. Très bien, on comprend que cette interaction est très positive et vous a donné à vous une visibilité à la fois du côté français et aussi du côté africain. On va poser la question à Hugues. Comment voit-il les startups africaines et quels commentaires il fait, notamment par rapport à notre session Emerging Valley, sur la possibilité de développer la visibilité pour les startups d'Afrique? Alors c'est une bonne question, hein. Je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je viens à Emerging Valley. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de venir, en fait, j'ai dit oui pour deux raisons. La première, c'est que voilà, j'ai travaillé 4 ans en Afrique, sur tout le continent africain. Donc c'est un continent que je connais un peu. J'y ai grandi d'ailleurs quand j'étais tout gamin. Et j'y ai travaillé il y a 20 ans dans un hôpital. Donc effectivement, c'est un continent auquel je suis attaché. Et j'étais surpris en faisant le point, en réalisant que finalement, au cours des 2 dernières années, je n'avais pas vu passer une seule start-up africaine dans les réseaux de business angels sur lesquels j'opère. Donc Angel Santé, qui est le premier réseau européen, et puis Luxembourg Business Angels Network.
Et donc, c'est vrai que je m'interroge pourquoi. Continent africain, c'est le premier continent en termes de population dans quelques décennies. C'est 54 pays, c'est 4 langues majeures, hein, l'anglais, le français, l'arabe, et on l'oublie souvent, le portugais. Donc, je veux dire, des langues qui, sur le continent européen, devraient permettre à tout investisseur et tout jeune start-upper africain de se développer. Et on voit, en tout cas dans le domaine de la santé, qui est le mien, hein, on voit passer très peu, voire pas, de start-up africaines. Donc ça m'interroge. Et là, j'ai passé une journée où on entend plein de choses passionnantes, on voit des gens avec plein d'idées, enfin on en a là, quoi. Donc je sais pas, il y a probablement un problème de visibilité, il y a peut-être un manque de savoir-faire de certaines startups africaines pour se faire connaître sur le marché français, et pas que français. Encore une fois, il y a des investisseurs en santé, enfin dans mon domaine, encore une fois, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, enfin partout. Donc là, il y a vraiment un problème de visibilité. Je crois que c'est un sujet qu'il faut que sur les startups africaines prennent à bras le corps. Ça, pour moi, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, je veux rebondir un peu sur ce qu'a dit ma voisine. Je crois que c'est profondément vrai. Une société française qui veut travailler en Afrique, elle ne peut pas le faire en étant basée à Paris ou à Marseille. Il faut qu'elle aille dans les pays. Encore une fois, on l'a dit, c'est 54 pays. Moi qui ai grandi en Algérie, qui ai travaillé à Djibouti et qui ai passé quelques années en Afrique du Sud, c'est comme si vous parliez de la Norvège, de Malte et du sud de l'Espagne. Ce n'est pas les mêmes pays, ce pas les mêmes langues, c'est d'autres planètes. Donc, une société française qui veut se développer en Afrique, il faut qu'elle aille poser ses valises et qu'elle comprenne ce qu'est le pays, sa culture, sa langue. Je pense qu'il en va de même pour des startups africaines. Il faut venir poser ses valises, en tout cas une partie de ses valises, hein, quelques ballots ici sur le territoire national pour apprendre à connaître l'écosystème et justement réussir à s'y faufiler. Encore une fois, je pense que la France, en tout cas quand je regarde les pays européens, est le premier pays européen en termes d'investissement public dans les startups. Hein, la BPI, on l'oublie souvent, mais des dizaines de milliards d'euros sur la table tous les ans, hein, et pas que pour des grosses sociétés, pour des petites sociétés. Donc je pense que c'est vraiment un pays dans lequel une start-up qui a, encore une fois, une thèse d'investissement qui tient la route, avec les critères que j'ai donnés tout à l'heure, doit pouvoir trouver un investissement public. Et l'investissement public, c'est le premier pas avant d'avoir des VC, enfin des sociétés de capital risque ou de private equity qui mettent la main à la poche pour vous aider au développement. Donc je pense vraiment que les startups africaines sont vraiment méconnues et c'est dommage. Je pense qu'il ne tient qu'à nous. Mais encore une fois, ça doit venir aussi des startups en question, doivent se faire connaître sur le territoire national, et encore une fois, pas qu'en France. Hein. Il faut regarder à l'extérieur, la Belgique, les Pays-Bas. Il y a des endroits dans lesquels il y a des investisseurs qui sont intéressés et toujours prêts à soutenir des sociétés innovantes. Voilà. Très bien, merci Hugues. Moi, j'irai de mon petit commentaire pour Emerging Valley. En définitive, ici, et chaque année, on a une tribune pour pouvoir se présenter, se faire connaître. Donc, tous nos amis africains qui sont avec des startups dans des secteurs comme le vôtre, d'abord, ils peuvent être en relais avec vous pour savoir comment ça peut se faire, comment venir, etc. Et j'encourage, si vous voulez, à ce qu'ils puissent se présenter. De façon à ce qu'ils se mettent dans la lumière, qu'ils aient plus de visibilité, et en même temps ils apprendront à tisser du réseau pour petit à petit arriver à avoir un pied ici et un pied là-bas. Moi j'ai constaté que assez souvent quand une entreprise africaine peut ouvrir par exemple une filiale en France, elle y trouve quand même un certain nombre d'avantages, bon, qui peuvent être des avantages marché, mais aussi des avantages sur le plan du financement. Et ça, c'est toujours un problème. Le financement en Afrique, avec les garanties, etc., les taux aussi, alors qu'en France, on peut arriver, je dirais, à mieux s'en sortir sur le plan financement à partir du moment où on a un bon dossier. Bon. Je crois qu'il est temps peut-être de passer la parole à notre assistance. Est-ce que d'abord le sujet vous a intéressé, et est-ce que vous avez ici et là une question à nous poser par rapport à tous ces points qui ont été évoqués avec nos interlocuteurs? Je crois que derrière, ils ont peut-être des questions. Ils sont un peu timides, peut-être. Non? Allez-y, vous pouvez vous lancer. Non? C'était très clair, alors.
Très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas une question. Oui, bonjour. Pour Sophie, j'ai une question. Donc, je suis Géraldine Sabin. Je travaille avec les gouvernements africains, dont envoyé spécial pour la... Je suis aussi envoyée spéciale pour la Sierra Leone. Le médical, c'est très important. Le point avec Doudou, ce qui m'a plu, c'est... je ne le connais pas, hein, donc je vous le dis. C'est le fait qu'il y ait une création d'emplois en local. Mais vous, Sophie, en fait, c'est le point qui me perturbe un petit peu. C'est le fait que en fait, on n'a pas de création de valeur ajoutée en local, en fait. Donc oui, on apporte quelque chose, mais comment la solution, elle peut être cost-effective, sachant qu'on fait venir de l'étranger, et le but, c'est de faire grandir des cerveaux en Afrique, surtout qu'il y en a. Tout Merci. à fait. Alors, merci pour la question. En effet, du premier regard, Préafarm expédie de sa marchandise en Afrique. Depuis quelques mois maintenant, et nous allons faire la première ouverture début 2025, dans le premier trimestre, nous ouvrons des filiales en fait, dans chacun de nos pays cibles, où nous faisons du recrutement en local, notamment au travers de nos médecins partenaires et pas que, différents professionnels de santé, qui en fait prennent possession du dossier, puisque ce sont eux, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs patients, qui connaissent le mieux l'écosystème de santé. Et donc nous sommes là uniquement pour être le point d'accessibilité à certains médicaments, notamment des médicaments avec des prix beaucoup plus intéressants, avec d'autres qualités, notamment aussi avec des médicaments qui ne sont pas disponibles en local dans certains pays. Mais nous aidons des écosystèmes de santé pays par pays, et non pas comme si nous étions les sachants, bien évidemment en créant de l'emploi dans chaque pays. Plus d'autres questions? Non. Très bien. Ben, écoutez, on va remercier Doudou, Sophie et Hugues. On les applaudit chaleureusement pour cette prêtée.